La parole est à la salle, s'il y a des questions. C'est toujours un petit peu difficile de commencer. Monsieur Antoine Carin. Je vais commencer avec plaisir. Je veux le dire, cher professeur, une fois de plus, au risque de blesser votre humilité. Parce que lorsque vous dites, et vous l'avez écrit, que vous n'avez pas la prétention d'être un historien, vous êtes un historien. Au sens avec un grand H. C'est la deuxième conférence à laquelle je participe. Et j'ai lu et relu plusieurs fois le livre que vous avez consacré à l'histoire du royaume d'Amoun. J'ai beaucoup appris. Et j'ai l'impression, quand je sortirai de la salle, que je serai encore plus riche de ce que vous avez appris. Je tenais vraiment une fois de plus à vous remercier, professeur. Parce que cette histoire que vous montrez, que vous racontez ce soir, vous savez que pendant longtemps, le seul fait d'essayer de faire une étude comparative de l'histoire qu'on nous avait enseignée et qu'on nous demandait de présenter aux étudiants et aux élèves était presque un risque. On était presque des terroristes de le faire, qu'on le faisait, parce que nous n'avions pas le droit de le faire. Il a fallu que je me batte et que qu'un recteur puisse accepter en 2003 que je présente un rapport pour qu'enfin on puisse enseigner l'histoire qu'on a intégrée dans les programmes, l'histoire de nos territoires, de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Afrique particulièrement. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que cette histoire traverse les salles de conférence et parte à la rencontre des élèves. Je profite de la présence de mon ami, le président Serville, pour lui dire que dans le combat que nous menons ensemble, pour qu'il y ait plus de transfert de compétences, que nous ne soyons plus réduits dans les collectivités à construire des écoles, mais aussi à intégrer dans le programme toute l'histoire de nos territoires. C'est le sens et la portée du message que je voulais faire passer ce soir, mais continuez encore à nous enrichir et ça ne pourra être que du plaisir pour nous. Merci, professeur. Merci beaucoup, sénateur. Merci. Madame Françoise James Cousini. Je suppose que vous êtes du peuple Bamoun. Okay. Alors, la première question est, compte tenu de votre ethnie, de votre groupe, de votre lignée, je voudrais bien savoir ce que pense la communauté du peuple Barré Chamba de vos travaux. Et également, vous savez, la première chose que les oppresseurs, au véritable pied blanc, véritablement, nous disent à chaque fois qu'on parle de l'esclavage, de la colonisation, etc., ce qu'ils nous disent, c'est que vos ancêtres vous ont vendu. Et personnellement, je me bats quasi systématiquement contre cela. Quand je vous écoute, je vous entends, et c'est exactement ce que vous dites en fait. Donc, est-ce que c'est une particularité du Cameroun, ou est-ce qu'on peut considérer que dans tous les pays d'Afrique où l'esclavage a sévi, les colons restaient sur les côtes et et que nous amenions nos frères, nos sœurs, nos enfants des terres sur la côte pour ces gens-là. Voilà, donc deux questions. Que disent les peuples Barré Chamba, si j'ai bien... Ouais, vous avez compris. Là, je ne peux plus parler correctement, je ne réfléchis plus. Et voilà, voilà. Merci.
Merci beaucoup, madame, pour vos deux questions. Nous avons commencé cette conférence, nous avons failli. Parce que d'habitude, quand on commence des conférences comme celle-ci, on prend 1 minute pour tous ces ancêtres, pour tous ces hommes arrachés à leur terre. Je pense que la salle aura compris à travers vos questions toute l'émotion, toute la charge. C'est la nôtre, nous la partageons. Cette résistance du peuple Bamou, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas spécifique au peuple Bamou. Dans les Grassfields, donc chez les Bamileke, par exemple, toute la côte, dans les hauteurs, tous les chefs, ils ont une particularité. Ils tiennent toujours en main une queue de poney. En fait, on pense que c'est des queues de chevaux, mais c'est des queues de poney. Mais qui traduisent la domination, la victoire sur ces envahisseurs-là. Les Baré-Chamba, ce n'est pas un peuple, mais c'est un groupe de mercenaires. Ce sont des légionnaires. Donc aujourd'hui, on ne peut pas les situer quelque part. Comme je vous ai dit, pour bien comprendre le phénomène Baré-Chamba, dans ce siècle qui est le nôtre, vous prenez le groupuscule qu'on appelle Boko Haram. Ils n'appartiennent pas à un pays en particulier. C'est des mercenaires. Vous allez trouver quand même de la racaille camerounaise, nigérienne, tchadienne, nigérienne, malienne. C'est toute la bande sahélo-saharienne. Ils écument. Et à cet endroit, c'était pareil. Donc les barrés, quand on dit Baré-Chamba, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de phénomène. Parce qu'ils allaient, c'est des mercenaires, à la base, c'est des chasseurs, qui très vite se sont transformés en chasseurs d'hommes, en mercenaires, pour le compte des négriers. D'abord, arabo-berbères, avant, ensuite les occidentaux, plus bas, et ensuite aussi vis-à-vis de l'Empire ottoman. Parce que le même phénomène, les mêmes personnes, il faut savoir qu'au niveau du Cameroun, dans la zone où sévissait quand même ces Baré-Chamba, dans la zone de la Bénoué, c'est là où l'Empire ottoman a ramené un jeune Camerounais qui finira chez le Tsar Pierre le Grand, comme général de l'armée russe, Abraham Hannibal. Il venait de là. Et donc, quand vous allez à la côte, que ce soit du côté du Sénégal, du côté de la Mauritanie, du côté du Bénin, du côté du Cap-Vert, les résistances étaient systématiques. Le problème, c'est que ces résistances africaines sont peu documentées, peu médiatisées. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle n'a pas existé. Mais elle a existé. Je vous ai montré tout à l'heure. Non seulement les rois résistaient, les populations également résistaient. Les populations n'hésitaient pas, non seulement à renverser les rois qui étaient complices, mais aussi à attaquer les bateaux au risque de leur vie. Et c'est cette partie de l'histoire méconnue du continent qu'il faut réécrire. Faire en sorte qu'on puisse se rendre compte que les Africains n'ont pas été véritablement complices. Et même plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce que les Français appelaient que l'homme devient un loup pour l'homme. Parce que le phénomène de la traite négrière, de la déportation était tellement vivace que le voisin, à un moment donné, avait peur d'être amené. Donc il devenait chasseur pour ne pas être chassé. Donc c'est très compliqué, c'est un traumatisme incroyable sur les deux rives de l'Atlantique. Et ce cas que vous avez au niveau du royaume Bamou, et c'est pour ça que j'invite tous les autres Camerounais, tous les autres Africains à aller creuser quand même dans l'histoire de leur région, pour qu'on puisse savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé à travers l'Afrique. Parce que l'histoire de l'Afrique, cette partie de l'histoire-là, elle est totalement méconnue. Ou alors du tout cachée. Donc les Baré-Chamba, on les retrouve un peu partout. Donc en fait, c'était des mercenaires. Il n'y a pas une région où on dirait, mettez ça, c'est des Baré-Chamba. Non, elle n'existe pas. Donc les Barrés, venaient de la haute Bénoué,
Donc on situe cette zone-là, c'est au Nigeria, c'est dans la Damawa, mais du côté du Nigeria, les Bali plus bas, et les Chamba du côté du Cameroun, dans la basse Benue. Et ensuite, les Laka, les Ndom, les... Donc c'est un conglomérat, c'est des légionnaires, c'est des mercenaires. On ne les situe nulle part. Et tout. Et même, il y a une ville au Cameroun qu'on appelle la ville de Bana. Mais Bana, à la base, ça veut dire Bani. Dans la carte de Moiselle, dans la carte allemande, c'est bien écrit Ba-N-E-E. C'est plus tard que ça devient Bana. Et quand on étudie l'histoire de cette localité-là, on dit que le premier roi de Bana, c'était un chasseur Bamoun qui a pris la tête du royaume. Mais en fait, c'est sur la voie de l'esclavage qui va vers la côte. Et donc, ce type-là était un Baré Chamba. Ce chasseur-là. Donc, qui a donc fait un hold-up sur ce royaume-là. Et quand des Baré Chamba prenaient quand même possession d'un royaume, ils mettaient un de leurs à la tête du royaume pour pouvoir maîtriser la route qui mène vers la côte. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont donc prendre cette localité-là. Ils vont soumettre les hommes pour pouvoir avoir la même mise. Et l'histoire d'un autre peuple un peu plus haut, les Banganté, l'histoire de Banganté dit que le chef, celui qui crée la communauté, c'est le fils du roi de Bana, de Kwekom, chez les Bana. Vous voyez ici que non seulement ils mettent un de leurs à la tête de la communauté qui nouvellement crée Bana, mais son fils, ils vont le placer dans une autre localité qui devient Banganté pour contrôler quand même toute la région jusqu'au niveau de la côte. Donc c'est comme ça que ces gens-là procédaient et tout. Un certain nombre de royaumes ont disparu à cause de ce phénomène-là et ils sont disséminés un peu partout. De nouvelles, je parlais tout à l'heure de l'ethnogénèse. Quand il y a eu abolition de l'esclavage, ne pouvant plus amener des gens, les captifs qu'ils avaient, ils ont créé de nouvelles ethnies, de nouvelles communautés, groupements. Il y a Bali Kumbat, Bali Nyon, qui en fait viennent, c'est des groupes, la tendance Nyon, chez les Baré Chamba. Dans les écrits, et c'est pour ça que parfois il y a confusion, on parle parfois des Bali Chamba, parfois Baré Chamba. Parce qu'on n'arrive pas à les situer. Ils sont un peu partout. La petite ville de Koupara, chez les Bamoun, Koupara, il y a déjà ici Par. Donc ça veut dire, en fait, c'est ces gens-là vaincus qui sont restés, par exemple, au niveau du royaume Bamoun, là, et qui se sont soumis et ont abandonné ce travail-là. Donc, ils sont disséminés un peu partout. Au Nigeria, on les retrouve. Au niveau du Tchad, on les retrouve. Donc, c'était des mercenaires à la base. Donc, voilà pour les deux questions. Ce phénomène, on le retrouve partout. Je vous ai parlé du cas de la reine Zinga en Angola, qui a combattu pendant 40 ans les esclavagistes portugais. Le roi Adandozan au Bénin, dans le royaume d'Abomey, dont le nom, les faits d'armes ont disparu des annales du royaume parce qu'il était contre l'esclavage. Donc c'est tout à travers l'Afrique. Ça, le royaume Bamoun n'est pas un cas particulier. Et c'est pour ça que j'ai dit cet ouvrage que nous avons commis là, il doit être pris comme étant un électrochoc pour que chacun puisse enlever le mot Bamoun pour mettre sa tribu, son groupe, et faire le travail de recherche sur ses ancêtres. Qui étaient ses ancêtres? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si chacun ouvre les malles, on va découvrir tellement de choses. Notre histoire doit être réécrite. Parce que je dis souvent, l'histoire de la chasse, elle sera toujours belle, tant qu'elle sera racontée par les chasseurs. Bonsoir Fabrice Kwam. Bonsoir Samy. J'avais deux questions. La première est un peu similaire à celle de la dame, sauf que je vais la poser plutôt du côté du littoral. Compte tenu de la carte que tu as présentée, je vais te tutoyer, les esclavagistes sont sur la côte, mais eux partent de l'intérieur des terres, plus au nord du Cameroun, du Cameroun. Du coup, comment s'est fait le lien entre les deux? Je ne sais pas si il y a cette partie de recherche, tu l'as fait aussi dans ton travail. Ça, c'était la première question. La seconde, c'est
Dans une des images, tu as présenté la porte avec deux arches. Est-ce que, avec deux arches, et dans les arches, tu as les portes? Est-ce qu'il y a une signification pour les portes? Qu'est-ce que ça veut dire? Et le second volet de cette question-là, c'est pourquoi aujourd'hui on a trois arches sur la porte d'entrée, au lieu des deux comme à l'origine. Alors, merci Fabrice. Donc ici, vous voyez cette carte-là, cette carte que vous voyez là. Vous voyez, ça c'est la haute Benue, ici. Les barrés sont là, les balis sont plus bas, et les chambres sont de ce côté-ci. Mais il y a encore d'autres peuples qu'on n'a pas cités, qu'on appelle les Laka. Mais qui faisaient également, c'était aussi un groupe barré chamba. Quand on était jeune, on faisait du scoutisme. Mais quand on allait en scoutisme, on nous disait toujours, attention, il y a les Laka qui font des raps, qui font des razzias. Donc je pense que tous les jeunes de mon âge, les parents disaient toujours, n'allez pas très loin, parce qu'il y a les Laka, il y a les barrés et tout. Donc c'est resté. Et d'abord, ils sont partis de la haute Benue parce qu'il y a eu la grande sécheresse qui a sévi au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, ils sont descendus vers la côte, là où il y avait la forêt, pour faire la chasse. Vous voyez ici sur cette carte, la côte, la forêt est beaucoup plus basse. Et voilà les mouvements des barrés chamba. D'abord, ils sont partis pour faire de la chasse. Et très vite, ils sont devenus des chasseurs d'hommes. C'est pour ça qu'on les retrouve un peu plus bas. L'histoire au niveau du Gabon, hein, chez les Fans, on raconte aussi les épopées, les invasions des barrés chamba. Des historiens américains ont tracé quand même leur présence de ce côté-là. Alors ici, cette carte, quand vous voyez cette carte par exemple, cette carte traduit la reconstitution de l'invasion barré chamba et surtout la maîtrise de la route de l'esclavage par eux. Vous voyez, tous les points A là, c'est les points où ils prenaient des captifs. Vous voyez, ici là, c'est tout le Grassfield, là. Fumban est là. C'est le point de A. Ensuite, vous avez Kumbo, ici, vous voyez Kumbo et Bali, vous voyez là, ici Bali-Nyonga, là. Bali-Nyonga est créé en 1865 après l'abolition de l'esclavage. Donc des groupes de personnes, de captifs, qu'ils amenaient vers Calabar. Ils sont restés là, ils ont créé ce groupement-là. Vous voyez, cette voie-ci mène vers Calabar, le port d'embarquement de Calabar, le 4C. Et plus bas, le 3C, c'est le port d'embarquement de Libya, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà le parcours des barrés chamba pour amener les captifs à la côte. Et le port le plus utilisé par les barrés chamba, c'est le port de Douala. Et la ligne 1, 2 et 3 ont amené suffisamment de gens sur Douala. C'est pour ça que les spécialistes ont dénombré, curieusement, à cette période-là, entre 1750 et 1850, 42 000 têtes embarquées par Douala, contre 1000 en 1750. Or, pendant cette période-là, ceux qui ont été les plus actifs dans cette région-là, ce n'était que les barrés chamba. Vous avez mentionné à l'instant, il y a quelques minutes, le peuple bamileke. J'aimerais savoir si vous faites aussi, on peut faire un quelconque arc entre le peuple Bamoun, le peuple bamileke et l'Égypte antique. Alors il y a une école de pensée, une école de tradition qui fait un lien direct entre les bamileke et l'Égypte antique. Et je dis ça par rapport aux prêtresses dont vous avez parlé, qui ont fait cette cérémonie là, avec le feu et l'eau. Est-ce que, à votre connaissance, on peut faire un tel lien entre les Bamoun, les bamileke et l'Égypte antique? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Je ne m'attendais pas à cette question-là. Mais c'est une question pertinente dans l'historiographie du Cameroun et des Grassfield. Je me rends compte que je n'ai pas répondu à la dernière question de Fabrice. Je commencerai déjà par là. Pourquoi la porte, aujourd'hui, il y a 3 piliers. Je l'ai expliqué tout à l'heure. À la base, c'était 2 piliers. Penta, donc ta en bamou, ça veut dire pilier. Donc il y avait 2 piliers. Et les portes que vous voyez là étaient utilisées par les gardes, ceux qui montaient la garde.
pour surveiller l'entrée et la sortie du royaume. Mais c'est quand les Allemands arrivent dans le royaume Bamoun en 1902, donc les capitaines Ramsès et Oman, ils ont foulé le sort du royaume le 2 juin 1902. Et ils ont trouvé un royaume tellement bien organisé qu'ils ont décidé d'y rester et d'organiser, mais vraiment un certain nombre de choses dans le royaume. Et c'est comme ça que les Allemands vont donc suggérer la création d'une deuxième voie, donc une sortie, une entrée, en mettant donc un troisième pilier pour en faire les trois piliers que vous voyez là. Donc c'est passé de 2 à 3. Et donc cette porte, on l'appelle souvent Jounsam, donc ça dit la porte des tranchées. Pourquoi? Parce que c'est à cet endroit que le prince Jindamandu, quand il a voulu lancer la bataille contre les envahisseurs, il a donc demandé qu'on crée la voie sur la tranchée. Donc la tranchée en Bamoun s'appelle Sam. Et donc la porte de tranchée, Jounsam. Donc à la base, on l'appelait même Jounsam, donc la porte des tranchées. Ensuite, c'est devenu la porte d'entrée. C'est la porte principale d'entrée de la ville de Fumban. Maintenant, pour revenir à la question de monsieur, oui, il y a un lien direct entre les Bamileke, les Bamoun et l'Égypte antique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un énorme mouvement migratoire partant de l'empire du royaume de Couche, de l'Égypte aussi, vers l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe. Donc, il y a eu plusieurs courants migratoires qui ont écumé l'Afrique. Hein. Et ici, les Bamileke, si je prends l'exemple par exemple les Bafoussam, qu'on appelle généralement le Foussap. Le tout premier roi Bafoussam, il s'appelle Yende. Donc l'histoire raconte que c'est le frère de Nchare, qui est le créateur du royaume Bamoun. Cela n'est pas vrai. Parce que la mère Yen, donc chez les Bamoun, quand vous entendez Nchare Yen, ça veut dire Nchare, fils de Yen. Mbombo Mandu, c'est-à-dire Mbombo, fils de Mandu. Parce que chez les Bamoun, vous avez toujours cette dualité dans la gestion, le roi et sa co-héritière. Chez les Bamoun. Et cela renvoie à l'Égypte antique. Vous avez toujours pharaon, il y a toujours une femme à côté. Donc chez les Bamoun, il y a cette prééminence féminine. Quand le royaume Bamoun est créé, donc c'est donc la mère Yen, la mère de Charles, qui va donc créer la toute première armée Bamoun quand ils ont fui le royaume Tikar de Rifun pour aller vers l'intérieur. Et quand ils arrivent, ils vont trouver déjà d'autres courants Tikar qui étaient déjà partis. Parce qu'en fait, ces gens-là, c'était des nomades aussi. Hein. Parce que l'histoire du royaume Bamoun montre quand même que ces gens-là, une partie venait même de Syrie. C'est une famille qui est partie de Syrie pour faire du commerce en Égypte, a épousé des enfants, une femme en Égypte. Cette femme a eu des enfants, et les enfants sont allés faire du commerce dans la région du Kanem-Borno, a eu des enfants, donc une femme, qui allait épouser le roi d'Engala, chez les Boum. Et là, il a eu 3 enfants. Et donc, de ces 3 enfants-là, les 3 enfants vont être chassés par le chef Boum, par leur père. Parce qu'il y a un qui avait commis un gros sacrilège avec la complicité des autres. Et leur père, les chassant, a dit « Tikélagé, allez-vous-en et ne revenez plus ». Donc, ils sont partis en se lançant des mots Tikélagé, Tikélagé, comme des errants. Et donc, c'est cette expression Tikélagé qui deviendra plus tard Tikar. Donc, c'est l'origine du mot Tikar. Et après, il y a eu des courants qui sont partis. Donc, il est clair que, et d'ailleurs, le professeur Emmanuel Ngomsi a suffisamment écrit dessus, une partie de Tikar s'est retrouvée dans les hauteurs, donc chez les Bamileke. Ça, c'est une certitude. Mais ce n'est pas le même courant migratoire qui va aller chez les Bamoun. Et même, pour reprendre les travaux du professeur Cheikh Anta Diop ou encore Ndjika Akwa, le royaume Bamoun qui, dit-on, est créé en 1394, ce n'est qu'une date. Parce que ce royaume, il y a eu un royaume avant cette date-là, à cet endroit. Et tout. Donc, en fait, c'est une fédération de peuples, le royaume Bamoun.
Et ensuite, alors maintenant, si on revient par exemple à Njoya, le 17e roi Bamoun, quand il monte au trône en 1889, il va créer une écriture en 1896, à la suite d'un rêve. Bien avant l'arrivée des Occidentaux, il crée une écriture, il ouvre des écoles, il professionnalise même l'enseignement. Il y a une filière médecine, dirigée par lui-même, une filière artistique, une filière agriculture, une filière coiffure et une filière art, les beaux-arts. Et il va se charger de créer la propre histoire de son peuple. L'écriture qu'il crée en 1896, 14 ans plus tard, 1910, sur le plateau de Guyane, un noir marron du nom d'Afaka Tomissi va créer un autre système d'écriture lors du passage de la comète Halley, le système d'écriture qu'on appelle l'écriture Afaka. Tous les linguistes, même dans Nation Nègre et Culture, le professeur Cheikh Anta en parle, ces écritures-là, aussi bien l'écriture Afaka, l'écriture Njoya, en fait ne sont que des legs qui descendent de l'Égypte antique, de l'Égypte pharaonique. En copte, par exemple, dans l'Égyptien ancien, ils appellent l'océan céleste le Noun. Je pense, chez les Bamoun, le fleuve le plus important qui délimite le royaume, c'est le Noun. Ensuite, chez les Bamoun, par exemple, vous avez l'allégorie du serpent à deux têtes, chez les Bamoun. L'histoire raconte que le serpent à deux têtes, qui est l'emblème de ce royaume-là, vient du fait que c'était des guerriers, donc le roi Mbomboué avait pu vaincre les ennemis sur deux fronts. Ce n'est qu'une thèse, c'est la thèse de la famille royale. Mais seulement, d'autres anthropologues, d'autres chercheurs, notamment Geoffrey, ont bien démontré que la présence ou la prééminence du serpent bicéphale chez les Bamoun nous renvoie beaucoup plus au culte des serpents qu'on retrouve dans l'Égypte pharaonique. Et tout. Donc, vous avez beaucoup de mots chez les Bamoun. Par exemple, la loi Ken. Qui est la loi, en copte, c'est la même chose. De la même manière aussi, le mot Ka. Quand par exemple un pharaon, on dit le passage du Ka, il a passé son Ka. Chez les Noirs marrons, par exemple ici, quand on vous dit Yoka, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais tout ça là, la langue française, elle est pauvre en Ka. Vous trouvez rarement des mots qui ont des Ka. Et ça renvoie typiquement à la cosmogonie africaine, à l'égyptologie et tout. Donc chez les Bamileke, vous trouverez des mots avec des K. Donc, quand Joël a créé son écriture, la deuxième lettre, c'est la lettre K. Akaoko, Akaoko. Donc le K, mais ça renvoie à l'Égypte, à l'Égypte pharaonique et tout. Et le seul endroit en Afrique où il y a un fleuve qui s'appelle Noun et où le serpent est un emblème, c'est chez les Bamoun. C'est curieux. Le serpent, souvenez-vous, a été utilisé par Amon lors du grand chaos pour créer le monde. Donc Amon, Amon-Ré ou Amon-Ra. Et dans l'écriture Akaoku, si vous prenez la lettre Ré, il traduit un vieillard assis. Donc c'est un vieillard assis, dont la lettre la lettre Ré, c'est un vieillard assis. Et quand vous prenez le mot et ce vieillard assis-là, on le retrouve également dans les hiéroglyphes. Même le terme Kamit, quand vous prenez Kamit en hiéroglyphe, la première lettre de Kam, K.M, c'est un morceau de charbon. En hiéroglyphe, de KM, c'est un morceau de charbon. Mais chez les Bamoun, le charbon s'appelle Nkié. Et cette lettre-là me renvoie au liquide amniotique de la femme, qui est noir, donc qui donne la vie. Donc, Kam, que vous retrouvez chez les Bamoun, Nkié, c'est quasiment la même chose. Et si vous creusez quand même les langues chez les Bamileke, vous allez trouver beaucoup de similitudes. Je pense quand même que le professeur Ndika Akwatroa a fait une étude comparative
entre certaines langues, notamment la langue Bamoun, la langue chez les Bassa, chez les Bamileke, avec le copte, donc avec l'égyptien ancien. Donc il y a un lien. D'ailleurs, le fait que Njoya ait créé une écriture, l'écriture Akaoku, et Afaka aussi qui ait créé l'écriture Afaka, ça montre quand même c'est un legs que ces gens-là ont acquis de l'Égypte pharaonique. Il faut savoir que quand on parle du Ka, le passage de Ka, par exemple, c'est dommage. Il y a une œuvre que j'ai créée qui en fait est une œuvre prémonitoire. J'ai créé l'œuvre, cette œuvre n'est pas dans mon ouvrage. Parce que quand j'ai créé cette œuvre-là, j'ai pris peur. J'ai appelé cette œuvre-là le passage du Ka. Mais qui montre un serpent à deux têtes qui fait sa mue et qui devient un Ka, le Ka égyptien. Mais sauf que, quand j'ai pris peur, j'ai changé et j'ai appelé cette œuvre-là le passage, la traversée du Noun, Sa'anoun. Noun, en copte, qui veut dire océan céleste, et qui veut dire également la même chose, le départ. C'est que ici, sur le plateau de Guion, chez les Aloko, on dit Yoka, donc le départ. Mais le problème, c'est que 3 semaines après la sortie de mon livre, le roi a passé son cas. Il est bien mort. Et donc, pour aller plus loin, il y a ce qu'on appelle la réminiscence. Donc, nos connaissances, parfois, ne sont pas des connaissances, mais la reconnaissance. Parce que quand on meurt, on passe son cas. Le cas, c'est la matrice, c'est l'énergie vitale. Elle va errer, elle va créer une boîte noire qu'elle ferme. Et elle va reprendre vie quelque part. Mais quand elle reprend vie, si la personne qui reprend le cas d'une autre personne arrive à interroger son moi profond, donc à lire ce qui est dans son cas, il va pouvoir révéler un certain nombre de choses. Et donc c'est pour ça qu'on dit que l'écriture Afaka, l'écriture Njoya, en fait c'est la réminiscence. Ça renvoie directement à cette lignée avec l'Égypte pharaonique. Il vous arrive parfois d'arriver quelque part et d'avoir comme un film aux yeux, comme si vous aviez déjà été là. En fait, vous titillez votre cas. Mais si vous allez plus loin, vous allez découvrir des tas de choses. Mais il faut pouvoir interroger son moi profond pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Oui, il y a un lien direct entre tous ces peuples et l'Égypte pharaonique. Bonsoir, donc je venais à vous féliciter, vous remercier pour votre exposé très très enrichissant. Donc j'ai noté que un des rois Bamoun devait faire un voyage en Guyane et malheureusement il est décédé. Donc je voulais savoir si dans vos recherches vous avez trouvé des connexions entre le Cameroun et puis certains peuples ici en Guyane, tel que l'a fait Serge Millet avec certains peuples qui avaient clairement une connexion avec la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi qu'il a organisé un voyage de Bouchinengue en Côte d'Ivoire pour en fait retrouver leur terre, comment dirais-je, ancestrale. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que le roi, le défunt roi Mbomo Njoya, il avait à cœur de visiter la Guyane, d'aller sur le fleuve. Et nous, aujourd'hui, nous réfléchissons toujours à faire ce voyage avec son héritier, donc avec le roi Nabil. On va le relancer dessus. Quand j'arrive sur le plateau de Guyane en 2012, ce qui va me frapper, c'est le Tembé. Alors, le Tembé, pour reprendre l'expression chère à M. Elie Stevenson, le Tembé n'est pas de l'art. C'est un mode de pensée, une façon d'être, de vivre, une philosophie. C'est à la fois culturel et cultuel. Et la base du Tembé, c'est l'entrée-là. Or, chez les Bamoun, ce qu'on peut appeler essence spirituelle, essence culturelle des Bamoun, à travers l'art, la base, c'est aussi l'entrée-là. Donc, les entrées-là Bamoun sont tout aussi célèbres comme les entrées-là celtes ou les entrées-là bretons. Et donc, vous voyez déjà une similitude entre le peuple
présents sur le fleuve et le peuple Bamoun. Et je viens de vous dire tout à l'heure, Njoya crée une écriture. Et assez rapidement, 14 ans après, sur le plateau de Guyane, il y a Afaka qui crée notre écriture et les deux sont proches. Il y a des similitudes. Moi, je parlerai même des Grégor. Vous voyez, l'œuvre dont je vous ai parlé tout à l'heure, la traversée du Noun, et l'œuvre dite la porte des tranchées. Je vous ai parlé tout à l'heure de la cérémonie libératoire du peuple Bamoun, avec les prêtresses, qui ressemble à s'y méprendre à la cérémonie du bois caïman. Est-ce que vous savez que ces deux premières œuvres ont été achetées par un collectionneur haïtien? Et au moment où il achète ces deux œuvres-là, ni moi ni lui, nous étions au courant de ce phénomène, de cet égrégore-là, de cette manifestation qui s'est passée chez les Bamoun et Haïti à la même période. Pour moi, le hasard n'existe pas. Il y a un lien. Il y a un lien. Il faut creuser. J'ai été reçu plus d'une fois par le conseil coutumier à Papaïstan. Nous avons travaillé sur un certain nombre de problématiques, rassemblé nos peuples et tout. Je viens de passer 8 jours magnifiques le long du fleuve. Je suis parti à Antekumpata, Pidima, Kaloé, Elae. C'était des moments magiques. Donc, lors du Mapa Buku Festi, où ensemble, avec des artistes noirs marrons, notamment Carlos Adaoudé, Frankie Amete et l'artiste amérindien Manès, nous avons décidé de faire une fresque commune qui traduit le rapprochement de ce peuple-là. Parce qu'on a une commune unique, on a une racine unique et tout. Le point, il est là, il est fait. Mais seulement la différence qu'il y a, je dirais, dans notre démarche et celle de notre aîné Serge Billet, c'est que nous travaillons beaucoup sur le génotypage pour pouvoir savoir avec exactitude d'où venait tel ou tel peuple ou tel groupe. Parce que quand on parle par exemple de Boni, il n'y a pas un peuple en Guyane qui s'appelle Boni, ça n'existe pas. Mais Boni, c'est des éléments de culture que vous allez trouver chez les Saramaka, chez les Matawai, chez les Kwinti, chez les Okanichi et également chez les Aluko. Et qu'on va retrouver le long de la côte du Ghana, du Nigeria, un peu partout. Donc c'est deux approches totalement différentes. Mais ces éléments de culture sont là, sont bien référencés dans cette partie d'Afrique. Il est clair que Boni, en tant qu'homme-être, devait probablement venir de cet endroit-là. Et comme c'était un leader, les rites dont il avait la maîtrise a pris corps. C'est dans les 6 communautés. Ce qui ne veut pas dire que ces communautés-là, ce sont des bonis. Ils ont une culture boni, mais ils ne sont pas bonis. Parce que dans l'histoire, il n'est dit nulle part qu'il y a eu un bateau qui a pris des bonis pour cet endroit précis. La seule erreur, il me semble, que les Occidentaux, les puissances maritimes ont commise dans l'histoire, c'est quand ils ont pris des gens du Congo et de d'Alada pour amener à Haïti. Et c'est là où très vite, il y a eu donc une union, une fusion, parce que ces gens-là parlaient déjà à la base beaucoup les mêmes langues, parce que la plupart venaient du même endroit. C'est pour ça que la mayonnaise a aussi pris très vite à cet endroit-là. Si vous permettez, on va prendre encore une ou deux questions. On demandera à Monsieur le Président de bien vouloir s'exprimer également. Et puis ensuite, nous allons conclure. Donc Françoise, tu as une question. Monsieur aussi derrière. C'est pas vraiment une question. Pardon. Pardon. Ce n'est pas vraiment une question en fait. En allemand créole, Kenabé. Et l'abbé, je ne suis pas certaine que ce soit dans les langues afro-descendants du fleuve, mais en tout cas pour la côte, qui signifie chagrin d'amour. Et il me semble que j'avais trouvé dans mes recherches qu'au Cameroun, il y avait un cours d'eau et une localisation qui s'appelait l'abbé. Et
je crois que si je ne me trompe pas, c'était aussi sur la route vers les bateaux négriers en fait. Est-ce que vous pouvez confirmer, monsieur? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Je ne m'attendais pas à celle-là. En fait, je pense que le jour où j'ai découvert le mot Limbé, je me suis rapproché de mon ami et je n'ai pas eu. Je pense qu'il était dans la salle, on aurait bien disserté dessus. J'étais comme perturbé. C'est vrai, au niveau du Cameroun, pas loin de cet endroit-ci, ici-là. Vous avez ici la ville, l'embarquement, le port d'embarquement de Bimbia. Il y a un fleuve pas loin de là qui s'appelle Limbé. Et donc la ville, il y a une ville aussi là qui porte ce nom-là, qui porte le nom de Limbé. Mais le nom, à la base, cette ville s'appelait Victoria, qui plus tard sera transformée en Limbé parce qu'il y a un cours d'eau qui s'appelle Limbé. Je pense, ce n'est qu'une présomption, que probablement dans le processus de création de langue, Limbé, qui veut dire chagrin, voudrait peut-être dire l'ennui, le chagrin par rapport à cet endroit où ils sont partis. J'ai de fortes présomptions dessus, que ça doit être ça. Pourquoi je dis ça? Parce que on a souvent tendance à dire que ce sont les Occidentaux qui ont amené la religion en Afrique, au Cameroun, ce qui est faux. C'est un pasteur, anthropologue, chercheur jamaïcain du nom de Joseph Merrick qui ramène la religion chrétienne au Cameroun. Et quand il vient au Cameroun, il cherche à s'installer près de la localité de Victoria. Et c'est là où il va mettre sa base, commencer à faire ses recherches. La première Bible traduite dans une langue camerounaise, c'est chez les Isubu, dans cette région-là. Je suis aussi persuadé que le pasteur Merrick, afro-descendant, venant au Cameroun, il n'a pas voulu s'installer dans cette région pour rien. Il devait faire également ses recherches. Mais sauf qu'il est mort très tôt. Et tout. Et Bimbia est resté enfui dans la forêt jusqu'à ce que nous le remettions au goût du jour à la fin des années 2008-2009 au niveau des cas. Donc je pense qu'il y a un lien. C'est à creuser. Il faut qu'on creuse. C'est pour ça qu'il est important pour nous de réécrire notre histoire, de remonter quand même le temps pour comprendre un certain nombre de choses. Oui, voilà. Donc en fait, la question que je voulais poser, c'est que moi, ce qui m'embête un peu dans ton exposé, Sam, c'est le fait d'essentialiser le royaume Bamoun, non pas dans ce sens qu'on ne doit pas parler de l'histoire du peuple Bamoun, mais le peuple Bamoun appartient quand même dans un territoire qu'on appelle le Cameroun. Alors, est-ce que le Cameroun et le royaume Bamoun sont en concurrence ou je suis embêté à chaque fois quand il y a cette essentialisation là, parce que la lutte qui a dû se produire contre l'esclavage, en tout cas la résistance, elle n'est pas seulement du royaume Bamoun, c'est l'ensemble des populations du Cameroun qui ont résisté contre l'esclavage, en tout cas qui ont fait en sorte que les leurs ne soient pas déportés. Et en parlant du peuple Bamoun, à chaque fois, moi j'ai l'impression qu'après ça peut créer la confusion, comme si le royaume Bamoun est à part et le Cameroun à part. Quelle est l'interaction? Merci beaucoup, monsieur Ekwala. Alors,
Je commencerai par dire que les Nations Unies ont reconnu ce qu'on appelle les droits des peuples premiers. Ça, c'est essentiel. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Le royaume Bamoun, dans sa forme actuelle, est créé en 1394. Il y a plus de 7 siècles. L'État du Cameroun, en tant qu'État, existe depuis 1960. Il y a moins d'un siècle. Le Cameroun n'est pas né est ni kilo. Il y a eu des peuples avant l'arrivée des Occidentaux. Je dirais même plus loin, pour dire que quand les Occidentaux sont arrivés sur le sol africain, ils ont trouvé des royaumes qui étaient bien tenus, bien organisés. Ce que les Occidentaux ont appelé l'ordre, c'est le désordre. Et il est temps que les peuples africains, tous les peuples premiers, puissent s'arrêter pour réécrire leur propre histoire. Parce que notre histoire doit être écrite par nous-mêmes. Parce que nous, le travail que j'ai fait là, nous avons fait plusieurs approches. On a remonté l'histoire. On a remonté le temps. C'est la démarche des historiens. Ensuite, on a interrogé les sachants, ou les gens qui sont détenteurs du savoir, ou alors des connaissances transmises par leurs ancêtres. Dans le sens inverse. Cela fait appel à la mémoire. Et vous savez très bien que l'histoire, c'est la connaissance par les documents, et tout document est lacunaire. En ce qui concerne la mémoire, parfois quand on parle, on peut oublier. Oublier soit par idéologie, soit par méconnaissance. Tu vois apparaître ici, mon cher Ekwala, la triptyque histoire, mémoire et oubli, si cher à Paul Ricoeur. Paul Ricoeur parle d'identité. Identité, ipsé, contre identité, idem. Donc, nous sommes dans un processus d'ipséité. Il faut écrire notre histoire pour créer une mémoire collective. Et c'est pour ça que je dis que c'est le travail que je fais en ce qui concerne les Bamoun. Je ne suis pas un historien. Le sénateur me reprendra. J'aimerais que chacun puisse faire également la même démarche en ce qui concerne sa propre arbre, pour qu'ensemble nous puissions créer, réécrire l'histoire générale de l'Afrique. Ça, c'est très très important. Au niveau du Cameroun, le peuple Bamoun est un peuple légaliste et se retrouve au sein de la République. Et ça, je pense que tous les Camerounais le savent. Il n'y a pas de dualité entre le royaume Bamoun et la République. Les Bamoun sont légalistes. D'ailleurs, tous les fêtes du Ngouane sont toujours chapeautés par le ministère de la Culture, dont l'État du Cameroun. La dédicace de cet ouvrage au Cameroun a été parrainée par le ministère de la Culture, donc par l'État du Cameroun. Et nous avons fait un café littéraire il y a environ 2 mois à Bruxelles pour parler de ce royaume-là, de ce livre-là. Et le parrainage était assuré par l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, avec les autres ambassadeurs, les ambassadeurs des Caraïbes et tout. Tout ceci montre à suffisance que cette histoire-là n'est pas en dehors de l'histoire générale du Cameroun. Certainement pas. Vous savez, la connaissance des hommes qui nous ont précédés est essentielle pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Parce que si nous ne savons pas d'où nous venons, on ne comprendra jamais où est-ce que nous allons. C'est très important. C'est très important et tout. Je citerai pour chuter un célèbre homme politique africain, Amical Cabral, qui un jour a dit « Il faut que la tribu meure pour que vive la nation ». Je pense que beaucoup d'Africains l'ont compris au second degré. Dire qu'il faut que la tribu disparaisse ne veut pas dire qu'il ne faut plus en parler, qu'il faut qu'elle disparaisse. Il veut tout simplement dire qu'il faut s'appuyer sur la tribu pour construire la nation. Savoir qui est-ce que nous sommes, comment est-ce que nos ancêtres vivaient avant pour comprendre parfois nos errements d'aujourd'hui. C'est très important. Monsieur le Président, si vous voulez nous dire un mot pour ce soir, s'il vous plaît. Oui, merci Jessica. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Professeur Samuel Péfora, bonsoir. Je suis à chaque fois surpris par l'érudition absolue du professeur lorsqu'il parle de ce sujet. Vraiment, il me fait froid dans le dos.
Je voudrais encore une fois lui dire merci d'avoir accepté de faire cette conférence ce soir. Merci aussi à toi, Jessica Loubet, de l'avoir initié. Et puis dire merci également à toutes les personnes qui sont présentes ce soir, qui ont accepté de répondre à l'invitation. Alors, c'est vrai que je n'ai pas pu être là au lancement de la conférence, puisque je reviens de Bonsanti, où j'ai passé la journée. Et comme le disait Samuel Dufour à l'instant, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard parce que on était vraiment dans un problème qui est l'ordre du temporel et qui émanait justement de l'intemporel, à Bonsanti également, puisqu'on était confronté à un problème avec la DGAC, l'aviation civile, concernant l'axe de décollage et d'atterrissage de l'avion, simplement parce qu'il y a un arbre, qui est dans l'axe de la piste, et dont l'aviation civile voudrait l'été parce que ça pose un certain nombre de soucis en termes d'aviation, en termes de sécurité. Et les sachants et les grands, les capitaines de Bonsanti nous ont dit qu'il ne faut pas couper cet arbre-là parce que c'est un arbre sacré. Et donc on a eu une sacrée discussion aujourd'hui entre le sacré, le profane, le temporel et l'intemporel, et on était encore au sein du profane dans cette belle discussion. Et finalement, on se rend compte que, en quelque part, l'histoire se répète, les principes se rejoignent sur le territoire guyanais. On sait que vous venez du Cameroun, mais vous avez tellement parlé de l'histoire du Cameroun, tellement parlé du peuple Cameroun et de sa culture extrêmement riche que je n'ai pas pu m'empêcher, en arrivant à ce soir, en prenant le train en marche, de me poser la question de savoir mais, finalement qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve sur ceux qui pourraient ressembler à de drôles de coïncidences, tandis que vous nous disiez précédemment que le hasard n'existe pas. Et je suis effectivement de ceux qui pensent que ce hasard n'existe pas, les chemins se croisent et se décroisent. Vous m'aviez beaucoup parlé de... Alors vous avez dit que c'était pas de là, du Tembaka, cette capacité que vous êtes en train de développer à pouvoir mettre en synergie l'art Tembe des peuples du Maroni avec les arts graphiques dont vous avez hérité à partir de chez vous, pour pouvoir faire émerger quelque chose de nouveau qui prend naissance en quelque part sur le sol de la Guyane. Et c'est pour ça que je suis très heureux de votre présence à nos côtés, parce qu'en réalité, vous nous aidez à construire une nouvelle page de notre histoire en prenant le soin de mieux comprendre nos origines, de mieux comprendre là d'où nous venons. Et là où ça devient très intéressant pour moi, c'est que peut-être sans le savoir, vous aidez la Guyane à grandir en direction de cette notion de carrefour. Alors, elle était déjà un carrefour, mais je crois qu'on a besoin par moment d'avoir un certain nombre de marqueurs, on a besoin d'avoir des explications pour que le commun des mortels puisse comprendre effectivement la suite logique qu'il faut accorder aux différentes phases de notre histoire. Je retiens effectivement la nécessité, comme vous l'avez si bien dit, de réécrire notre histoire, mais qui passe par un travail de déconstruction. Vous dites bien que lorsque l'histoire est racontée par ceux qui l'ont vécue, bien, elle est racontée différemment. Et je crois que votre présence en Guyane est une chance extraordinaire qui est accordée à ce territoire, de pouvoir aller vers la rencontre de ces différentes cultures, de ces différents personnels, de ces différents principes, qui soient d'ordre profane ou d'ordre spirituel. Mais je me dis qu'on a vraiment besoin d'aller vers ce travail de reconstruction et de pouvoir donner à voir à l'humanité. Cet arc de triomphe dont vous avez parlé dans le manuel et que vous avez encore évoqué ce soir, gagnerait certainement à être vulgarisé parce que, en quelque part, ça permet de poser un regard différent sur notre histoire. Et pour reprendre la question que posait tout à l'heure Françoise sur comment les peuples africains se sont comportés au moment de la traite, au moment des rafles, au moment des razzias, mais ça permet de remettre les choses en perspective et puis de dire qu'en réalité, il y a eu des actes de résistance vraiment héroïques. Ça n'a pas été, je veux dire, une histoire simple, c'était pas une histoire simpliste. En tout cas, telle qu'elle nous est racontée aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a des pans entiers qui sont volontairement oubliés, qui sont volontairement effacés. Et je crois que les générations futures, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, qui vivent sur le territoire de la Guyane et qui vivent d'une manière générale à travers le monde entier,
ont intérêt à écouter les personnes de votre académie, les personnes de votre émission, qui, dans la ligne droite de chez Montadio et des autres, ont fait ce travail d'aller rechercher l'information, de creuser l'histoire, de relire, d'essayer de comprendre, de porter ces éclairages supplémentaires dont nous avons besoin pour mieux éclairer le présent par une meilleure connaissance de notre passé. Merci encore une fois d'avoir accepté de passer ce petit moment avec nous. C'est vrai qu'on aurait pu être beaucoup plus nombreux, mais je crois que les personnes qui étaient présentes ce soir repartiront d'ici avec la ferme conviction de s'être grandi en étant là. Et j'espère qu'elles seront en capacité d'aller parler de vous, des gens de Guyane, mais certainement en dehors des frontières de la Guyane. Ce n'est pas nous qui allons vous faire la réputation qui est déjà la vôtre, mais je pense que sur notre territoire de Guyane, compte tenu des nombreuses difficultés que nous connaissons, des nombreux affrontements, des conflits que l'on voit poindre entre les différentes communautés, alors que nous savons pertinemment que la matrice, elle est unique, elle n'est pas multiple, elle n'est pas variée. J'espère que nous sortirons d'ici ce soir gonflés à bloc avec cette capacité à porter l'information, à parler de cette conférence autour de nous pour que la prochaine fois où vous aurez à intervenir, que nous soyons encore plus nombreux dans la salle pour vous écouter, parce que je crois que nous avons vraiment besoin de temps en temps de pouvoir toucher à cette origine, à cette source, à cette parole originelle pour nous permettre de grandir et d'aller vers l'avant. Merci encore une fois. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, écoutez, sur ces mots de la fin, nous allons donc conclure cette conférence en vous remerciant d'être venu et d'être resté aussi tardivement pour écouter cette conférence et vous remerciant bien sûr Monsieur Samuel René Péfoura.